Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau live, les lives de la semaine, les grappes. Les grappes, circuit court de vin de vignerons récoltants où nos vignerons vendent en ligne et en direct le vin qu'ils font avec leur cœur. Pour rappel, donc c'est les lives qu'on organise pour notre foire au vin qui dure du 15 septembre au 17 octobre. Donc voilà, allez retrouver cette foire au vin sur le site lesgrappes.com et retrouvez également nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Aujourd'hui, on s'en va dans le Rhône septentrional, donc c'est toute la partie sud du Rhône, sur les contreforts du Massif central, chez le domaine Laurent Abrard. Voilà, un domaine vraiment à échelle humaine qui est bio depuis 2008, où donc Laurent nous attend en live. Donc on va pouvoir l'inviter. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des questions pour interagir pendant le live et on y répondra avec plaisir avec Laurent. Donc on va l'inviter. Hop, je me mets ici. Parfait, invité. Tac. Laurent, si tu nous entends, je t'ai fait une demande de validation. Voilà, super. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu, Laurent? Ça va bien, ça va bien. Bonsoir à toute l'équipe des Grappes aussi et à toute la communauté. Et bonsoir à tous, exactement. Tout le monde est là et nous suit. Pendant cette demi-heure, on va pouvoir échanger. Tu vas pouvoir nous parler de ton domaine. On va pouvoir parler un peu terroir, du vin également. Donc voilà. Est-ce que tu nous ferais pas une petite présentation de ton domaine, un petit peu d'où tu viens, les particularités de la région, etc. pour commencer? Ouais, exactement, bonne idée. Donc, moi, je suis dans les côtes du Rhône septentrionales. Donc, ce sont les côtes du Rhône nord, pour le coup, pas au sud, la partie nord des côtes du Rhône, dans un petit village qui s'appelle Gervans, à côté de Tain-l'Hermitage, justement. J'ai repris l'exploitation familiale en 98, ça commence à faire une paye maintenant, sur environ une quinzaine d'hectares de vignes en Creuse-Hermitage, Hermitage et Saint-Joseph, sur les 3 appellations. Et point fort de mon activité professionnelle, en 2008, justement, comme tu disais tout à l'heure, passage en agriculture biologique, qui a été pour moi quelque chose d'assez marquant, dans la mesure où on a pas mal de vignes qui sont en coteaux, et peut-être qu'on aura le temps de développer tout à l'heure, mais l'agriculture biologique en coteaux est un peu plus compliquée qu'en plaine. Donc voilà, ça a été un joli challenge pour moi et j'en suis fort heureux. Bon, mais super. Et aujourd'hui, c'est toujours un domaine familial, hein. On peut retrouver sur ton site, tu as une vraie histoire familiale sur ce domaine. Ouais, exactement. Il y a pas d'investisseurs étrangers ou national ou autre. Donc, ouais, c'est national, mais c'est tout petit en même temps. J'ai une 15 hectares, une quinzaine d'hectares. Donc, voilà, deux permanents et une personne qui m'aide pour la partie administrative. Encore mes parents qui sont là et qui m'aident encore pas mal, ouais. Mais il faut pas le dire, c'est un secret. Oui, mais on n'arrive vraiment jamais à arrêter ou à se retirer. Surtout quand c'est son bébé et ses bébés, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais de coteaux, etc. C'est vrai que c'est quoi les spécificités du vignoble, un peu les contraintes que tu peux avoir quand tu dis que c'est pas évident le passage en bio, quand on a des vignes un peu compliquées, un peu pentues parfois. Quelles sont les spécificités un peu sur tes 15 hectares? Alors, le Creuse-Hermitage, l'appellation Creuse-Hermitage est divisée en 2 grandes parties. Il y a une partie qui est au sud de la ville de Tain-l'Hermitage, où là, on va être sur une zone alluvionnaire, tout en plaine, donc mécanisable. C'est le maître mot de notre échange, là, la mécanisation. Et ensuite, on a la partie nord de l'appellation sur différentes communes comme Creuse-Hermitage, Gervans, Hérôme, où là, on va avoir plus de coteaux, de semi-coteaux, palissés un peu différemment, non pas grâce à des fils de fer qui sont alignés, mais sur des échalas. Ça veut dire que chaque pied de vigne a son tuteur, son échalas, on appelle ça comme ça ici. Et ces vignes sont situées donc en coteaux et là, la mécanisation n'est pas possible. Ça veut dire que tout sera fait à la main, y compris les traitements, un point fort de l'agriculture biologique, les traitements.
et malgré ce qu'on peut penser. Et le travail du sol, puisque l'idée quand on est vigneron, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'herbe dans nos vignes et surtout pas en coteaux, puisqu'il y aurait une concurrence, surtout des années comme cette année où il y a eu pas mal de sécheresse. Donc le fait de travailler à la main va considérablement accentuer et accroître le temps passé, l'énergie, la sueur. Donc voilà. Mais à savoir que la vigne fait partie d'un des végétaux les plus faciles à mener en bio. Il y a des végétaux, je sais pas, comme le fruit, la pêche, l'abricot, la pomme, qui sont beaucoup plus compliqués. Donc on va pas se plaindre. Et c'est vrai que dans notre région, en plus, avec le vent, il y a toujours du vent dans la vallée du Rhône. Que ce soit du sud ou du nord, il y a toujours du vent. Et donc c'est un allié de poids contre les deux maladies principales, l'oïdium et le mildiou. Donc voilà, finalement, c'est pas aussi compliqué que ça, mais on perd un peu de confort de travail. Et c'est vrai qu'on est dans une société où finalement, peut-être, on a toujours un peu du mal à diminuer notre confort. Mais on a tellement de bons côtés qui s'ouvrent à côté de ça, d'aspects extrêmement positifs. Donc voilà, j'invite tout le monde à passer en bio. C'est un bon message qu'il faut passer, non mais c'est vrai. Et bon, ben, merci pour cette belle présentation. Et du coup, ton quotidien, parce que c'est vrai que travailler les sols sur les endroits où on ne peut pas passer avec le tracteur, où c'est pas mécanisable, comment tu fais? C'est quoi ton quotidien? Est-ce que ça veut dire que tu passes beaucoup plus de temps dans la vigne que certains autres vignerons qui peuvent passer avec la machine? Ou c'est quoi ton quotidien un peu Ouais, bah en coteau, après, l'objectif est toujours le même. Ça veut dire d'éviter d'avoir trop d'herbe. Donc, Ouais. quand vous êtes en plaine, vous allez utiliser un gros tracteur. Vous avez les fesses assis dessus et c'est relativement facile. Je dis relativement parce que c'est pas aussi facile que ça, mais en tout cas, c'est Hmm. beaucoup plus facile qu'en coteau où on va être obligé, bah, soit d'utiliser le cheval en prestation de service, 60 euros de l'heure. Donc, j'ai pas de cheval, mais il y a pas mal de prestataires dans notre région qui le proposent. Ou alors, on a un tracteur qui s'appelle un chenillard, beaucoup plus étroit à chenille, donc qui peut grimper au mur. On va avoir un motoculteur à chenille. On va avoir un rotophile, comme vous avez dans vos jardins, quoi, pour couper l'herbe. Et puis, la dernière, le dernier outil qui est la pioche. Alors, la pioche, on essaye de l'utiliser en tout dernier ressort, quoi. Quand il n'y a plus rien qui est possible, on utilise la pioche parce que c'est peut-être le plus physique. Et puis on a essayé il y a 3 ans de ça un couvert végétal. Ça veut dire on a un peu comme la permaculture. Ça veut dire qu'on a mis sur l'ensemble d'une parcelle de 40 arts, 4000 mètres carrés, des 15 centimètres de miscanthus. Donc D'accord. c'est une arbre, enfin, une plante de la pampa, on appelle ça comme ça, qui est coupée très finement, séchée. Donc ça fait une espèce d'une couverture qui garde l'humidité, garde un espace assez humide et aussi et surtout évite l'herbe de pousser. Donc ça évite de passer pour enlever l'herbe. Et du coup, pourquoi tu coupes l'herbe? C'est pour ne pas faire de concurrence avec la vigne, c'est ça? Pour ne pas Ouais, Pourquoi tu coupes exactement. l'herbe du coup? Il faut trouver un équilibre parce que l'herbe peut être intéressante. Mhm. D'ailleurs, il y a des dispositifs, des méthodes de culture qui poussent à semer de l'herbe. On va semer de l'herbe, semer de la moutarde, semer, je sais pas, du seigle, parce que il va y avoir des herbes qui vont être plutôt intéressantes au niveau agronomique pour différentes raisons. Sauf que si jamais on laisse trop pousser l'herbe, il va y avoir effectivement concurrence avec la vigne. Et ensuite, ça peut aussi créer autour des raisins une atmosphère un peu plus humide, puisque la rosée du matin, ou s'il pleut, s'il y a de l'herbe, en fait, cette humidité va durer un peu plus longtemps. Au lieu de partir à 8 heures du matin, bah, elle partira à 11 heures, 11h30, midi. Et du coup, ce laps de temps supplémentaire humide, eh bien, va favoriser l'implantation de maladies, comme on disait tout à l'heure, le mildiou, l'oïdium. Et en bio, donc nos produits sont relativement moins efficaces qu'en conventionnel. Grand mot, le conventionnel, on pourra y revenir si tu veux, intéressant. Et du coup, on essaye, on appelle ça la prophylaxie. Ça veut dire que ayant des produits moins efficaces, on va essayer de mettre en place tout ce qui peut être mis en place pour éviter que la maladie arrive. Avant de la combattre, on va faire en sorte qu'elle ne vienne pas. Et c'est vrai que éviter les zones humides autour des raisins est un point clé pour éviter les maladies.
Ouais, oui, tu disais, l'un des points forts, c'est aussi le vent que tu as dans la région et qui t'empêche des maladies, quoi. Et Ouais, là, on parlait des maladies, on parle de l'air, on parle de l'humidité. Ça me fait penser un peu à la sécheresse qu'il y a eu cette année. Est-ce que tu as été impacté dans la région ou justement le vent brasse un peu l'air, ou justement il fait trop chaud et vous avez souffert de ça, ou ça s'est plutôt bien passé? alors cette année, ça a été assez intéressant pour apprécier finalement les caractéristiques de nos différents terroirs et leur proportion ou en tout cas la possibilité ou la facilité qu'ils avaient à passer ce cap qui a été chez nous un petit peu compliqué, un peu comme de partout d'ailleurs par rapport à la sécheresse, aux températures très élevées. Donc on va avoir des terroirs qui vont être situés sur des sols beaucoup plus filtrants ou alors en haut de coteau avec très peu de profondeur de sol. Là, on a eu des vignes qui ont eu du mal avec des graines de raisin, des baies de raisin qui étaient beaucoup plus petites. Donc, on a perdu entre 20 et 30 du rendement de la récolte. Et puis, on a eu des terroirs qui sont finalement mieux placés avec des profondeurs de sol plus importantes, peut-être un peu moins au soleil. Et donc, du coup, avec une récolte quasiment normale. Donc, D'accord. dans notre région, on est très, très morcelé. Il y a plein de parcelles un petit peu de partout, assez petites. Donc, ça nous permet finalement de pouvoir lisser les problématiques. Moi, je m'en sors pas si mal finalement cette année. Bon, mais tant mieux, ouais. Oui, dans la région, c'est très segmenté, et ce qui te permet, du coup, certaines parcelles vont peut-être être impactées par le gel, d'autres par la sécheresse, d'autres par le soleil, etc. Donc, du coup, c'est peut-être ce qui t'a permis d'être un peu épargné là-dessus, quoi. Ouais, et puis on essaye de réfléchir avec des collègues, avec la Chambre d'agriculture ou des associations autres pour essayer de trouver pour les années à venir peut-être une espèce de parade pour limiter justement l'impact à travers ce qu'on appelle l'agroforesterie. Ça Ouais. veut dire qu'on met à l'intérieur des vignes, au milieu des pieds de vigne, eh bien des essences comme des pommiers, des poiriers, pour peut-être essayer de créer un microclimat un petit peu favorable, un peu d'ombre aussi. Donc voilà, il y a différentes pistes qui existent où les vignerons les plus curieux peuvent commencer à travailler avant de penser directement à l'irrigation. C'est un mot qui est un peu compliqué. Ouais, c'est un mot qui fait beaucoup parler en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Euh, Est-ce qu'on partirait pas un peu dans les chais? De la manière dont tu vinifies, tu fais une cuvée, ça m'a un peu intrigué, j'aimerais bien en discuter. Tu dis sans soufre ajouté. Explique-moi qu'est-ce que ça change et tu le fais sans soufre ajouté, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Alors cette aventure, pour ma part, a commencé il y a environ une dizaine d'années, où Ouais, avec un groupe de vignerons, on était une petite dizaine. On a été chaque année, on se rassemblait pour essayer de discuter sur la diminution des intrants, comment on peut faire du vin et notamment vinifier en diminuant les intrants et l'intrant majeur qui est le SO2, donc les sulfites. Et on avait pour cela un œnologue conseil du sud de la France, Jean-François Vrina, pour pas le nommer, qui eh ben, nous a guidés et nous a permis au fil des ans eh bien, d'expérimenter, d'essayer. L'objectif étant de diminuer les intrants, et notamment le SO2, mais aussi et surtout de proposer des vins francs, droits, carrés et sans déviance. ouais. Parce que pour moi, en tout cas, le vin coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher pour pouvoir voir partir du vin en sachant il y a eu il y a des problèmes, des déviances ou des mauvais goûts ou autres. Donc c'est un double challenge, diminuer le SO2 et en même temps proposer des vins francs, droits, carrés et sans problème. D'accord. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Tu as des super retours. Les tests ont été concluants, quoi. Ouais, non, ça marche plutôt bien et on revient encore une fois sur le même, un peu le même aspect que ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire que ça diminue mon confort de travail. Mm. L'avantage du SO2, des sulfites, c'est que en fin de fermentation, vous mettez une bonne dose, eh bien, vous pouvez partir 3 mois faire du ski. Et quand vous allez revenir, votre vin, il n'a pas bougé. Donc, c'est nickel. Il est resté comme quand vous êtes parti. Si vous n'utilisez pas de SO2, de sulfite,
eh bien, il va falloir attendre ou surveiller, déguster plus régulièrement ouais, avoir une attention un peu plus fine. Donc, ce qui diminue le confort, mais en même temps, ça augmente la capacité à essayer de mieux comprendre la microbiologie qu'il y a dans le vin, à essayer de mieux cerner ce qui se passe. Au final, c'est beaucoup plus intéressant. Mais voilà, il faut mettre en face des alternatives puisqu'il n'y a plus de conservateurs, donc il faut trouver des parades. Et il en existe. Ouais, ok. Ben, qu'est-ce qui était là comme parade là, si tu avais un exemple, par exemple, pour remplacer le SO2 et tout ça Oh là là, par exemple, pendant toute la période d'élevage, ça veut dire de maintenant, enfin octobre, jusqu'à la mise en bouteille, juillet et août, eh bien, on met en place un protocole de surveillance. Ça veut dire que tous les mois, on va prendre un échantillon de l'ensemble des lots, l'ensemble des cubes, l'ensemble des barriques, et on va faire des analyses pour voir si tout va bien. On va déguster l'ensemble des lots. C'est un peu comme avec les dents, quoi. Si tu vas chez le dentiste très régulièrement, eh bien le jour où il y a un problème, une petite coup de roulette et c'est fini, quoi. Si tu y vas tous les 5 ans et que quand tu y vas, tu as une gencive comme ça, eh bien ça va être plus compliqué. C'est un peu pareil avec le vin, quoi. Le fait d'y aller, enfin de surveiller et de le déguster très souvent, très fréquemment, ça permet de voir comment ça se passe et d'agir délicatement sur certaines cuvées, certains contenants et seulement sur ces contenants-là, quoi. Donc, ouais, non, c'est bien. Ouais, tu as utilisé pas mal le mot de foi déguster. Et du coup, sans transition, est-ce qu'on parlerait pas un peu de vin? Là, j'ai avec moi ton Gros Hermitage, donc du coup sans sulfite ajouté, qu'on peut retrouver sur la foire au vin Les Grappes. Est-ce que tu ne parlerais pas un peu des cépages qui font ce vin, comment tu le fais, etc., qu'on découvre un peu ton travail et tes vins? Mhm. Alors là, on est sur le Gros Hermitage Rouge 2020. C'est ma deuxième cuvée sans sulfite ajouté. Donc là, au niveau des cépages, c'est assez facile. Je vais vous donner un joli jeu à faire. Si jamais un jour vous dégustez au repas du dimanche un Saint-Joseph, un Gros Hermitage, un Hermitage, un Cornas, donc ce sont les appellations des Côtes-du-Rhône septentrionales, Côtes-du-Rhône Nord, eh bien, vous pouvez faire celui qui s'y connaît, vous voyez. Enfin, oh, attends, bouge pas. Ah, mais non, bouge pas, je suis sûr, attends. Ouais, mais là, c'est sûr. Là, on est sur le cépage Syrah, quoi. Eh bien, l'avantage, c'est que vous pouvez pas vous tromper, puisque chez nous, dans notre région, dans les Côtes-du-Rhône Nord, nous avons le droit d'utiliser qu'un seul cépage Syrah pour les rouges. Donc, c'est le cas, bien évidemment, pour ce vin-là. Et le fait d'être, je le répète par rapport à tout à l'heure, sur la partie nord de l'appellation, donc un peu plus sur les coteaux et sur les semi-coteaux, on se retrouve avec des granites comme terroir. Et ces granites vont donner des vins rouges à la fois structurés, assez longs en bouche, mais aussi assez élégants, assez raffinés en même temps, avec une note fruitée qui va être incroyablement intéressante et peut-être optimisée par l'utilisation ou la non-utilisation de SO2, justement. Ok. Bon, super. Et sur le reste de la gamme, tu produis aussi des blancs, il me semble, c'est ça? Alors, en rouge, pour rester sur les rouges, on a une petite parcelle de l'autre côté du Rhône, chez nos amis ardéchois, donc l'appellation Saint-Joseph. Et on a la chance d'avoir une parcelle aussi sur la célèbre colline de l'Ermitage, un demi-hectare en Marsanne, en blanc pour le coup. Donc, par contre, de très vieilles vignes, elles ont 110 ans, donc c'est un véritable joyau, quoi, c'est respect. Et puis 2 hectares et demi en Gros Hermitage blanc aussi. Donc le petit frère du Gros Hermitage rouge, qui est d'ailleurs assez beaucoup moins connu que le Gros Hermitage rouge. Certaines personnes d'ailleurs qui nous écoutent ne savent peut-être pas que le Gros Hermitage blanc existe. Eh bien oui, il existe. Il y en a peu, environ 15% des Gros Hermitages, mais n'empêche que la Marsanne et la Roussanne sont les deux cépages qu'on utilise, eh bien, nous permettent de proposer des Gros Hermitages blancs de qualité. Et je pense pas qu'on ait à rougir sur nos blancs par rapport à d'autres grandes régions de blancs qui sont pas loin, pas très éloignées. Et donc, voilà, pour ceux qui connaissent pas, j'invite les personnes à essayer un Gros Hermitage blanc et je pense pas qu'ils seront déçus.
Non, je ne pense pas, non. Je les invite même à découvrir ça. Il y a une cuvée sur la foire au vin de ton Creuset Hermitage Blanc. Donc, si vous voulez aller le découvrir, n'hésitez pas à en commander. Euh, et du coup, en parlant des grappes et notamment de la foire au vin, qu'est-ce qui t'a poussé à nous rejoindre sur les grappes et à t'inscrire pour développer tes ventes? Quelles ont été tes motivations de nous rejoindre? Moi, ce qui m'intéresse chez vous, c'est le fait de faire partie ou alors d'être la plateforme d'une communauté. Moi, j'aime bien ce type de procédé où finalement les amateurs vont se réunir, soit autour d'une association, autour d'un établissement ou autour d'un fonctionnement comme le vôtre. Et du coup, eh bien, ça me permet de pouvoir proposer mes vins à une communauté qui va être je l'espère, assez sensible à la démarche, au cépage, au terroir, à la région. Et donc, du coup, voilà, c'est ce que je me suis dit en intégrant les grappes, c'est d'avoir derrière vous eh bien, des amateurs qui vont pouvoir apprécier, je l'espère en tout cas, les vins qui sont produits au domaine. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Je suis sûr que la communauté en est ravie. Nous, on a toute l'équipe Les Grappes. Donc, tu vois, on a quelques échantillons au bureau et on adore tes vins. Franchement, on en est fan. Quels sont les prochains projets pour toi, Laurent, que ce soit au domaine, que ce soit des nouvelles cuvées, que ce soit. Quels sont les Alors projets? les projets, voilà, j'en ai plein, donc je vais pas tous vous les citer, mais eh bien continuer. J'ai une collaboration avec une association de notre région qui s'appelle l'ASPAS, une association de protection des animaux sauvages, qui en même temps crée des réserves de vie sauvage. Ça veut dire qu'ils achètent du foncier et ensuite ils laissent ce foncier tranquille pour la libre évolution de la forêt. Donc, je vais continuer la collaboration qui consiste à garder une partie de ma récolte et à vendre le vin de cette partie-là pour ensuite donner l'intégralité de l'argent récolté. L'année passée, on a donné 25 000 euros à l'association qui leur a permis de planter 16 hectares ou en tout cas d'acheter 16 hectares de foncier pour pouvoir à nouveau les bloquer et faire en sorte qu'il y ait ce qu'ils appellent la libre évolution, c'est-à-dire qu'ils laissent pousser simplement la forêt. Je trouve ça intéressant. Ça me permet, moi, de remercier la nature de la belle récolte. Et puis, deuxième sujet, alors vous êtes en avant-première, puisque je ne l'ai pas encore trop avancé, mais deuxième sujet, c'est la suppression très bientôt de l'ensemble des capsules qui sont apposées sur mes bouteilles, l'ensemble de mes bouteilles, l'ensemble des appellations, où je vais supprimer tout simplement les capsules qui finalement ne servent à rien, sauf à faire joli. Mais je suis persuadé que dans 6 mois, on verra plus la différence. En fait, c'est une histoire d'habitude. Donc là, c'est vrai que pour le moment, ça fait un peu bizarre, quoi. La bouteille sans capsule, on a l'impression qu'elle est un peu nue. Mais voilà, comme je le dis, c'est pour moi un petit geste. On enlève simplement la capsule, mais derrière, c'est plus qu'un petit geste pour moi. C'est la manière de dire, j'essaye d'avancer dans le bon sens, de faire un tout petit quelque chose en plus pour montrer que diminuons nos déchets et essayons de faire en sorte de réfléchir. Même chose sur le poids des bouteilles. Enfin, il y a plein de choses à dire à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est mon objectif à moi après les vendanges, là, quand je serai sorti de mes cuves, et essayer d'aller plus en précision sur justement cette possibilité d'enlever les capsules. C'est pas aussi facile que ça. On a nos amis douaniers qui ont tendance à nous freiner un petit peu parce que sur la capsule, vous avez la Marianne. Et du coup, enlever la capsule, ça veut dire enlever la Marianne. Et donc, il y a quelques petites contraintes qu'on va essayer de lever pour pouvoir très rapidement supprimer ces fameuses capsules. Oui, ça te rajoute un peu beaucoup de paperasse d'enlever la capsule, non? Parce que c'est ce qui permettait de faire voyager la bouteille. Et aujourd'hui, tu vas devoir faire plein de déclarations, plein de documents pour accompagner tes bouteilles. Parce que c'est un peu Ouais, c'est ça. compliqué, quoi. C'est un peu ça. En fait, la capsule, enfin la Marianne, pardon, signifie que le vigneron a payé ce qu'on appelle les droits d'assises. Ça veut dire les droits de transport. Le transport d'alcool est taxé en France. Et donc, du coup, la Marianne veut dire, OK, j'ai payé mes taxes. Sauf qu'en fait, ces taxes, elles sont pour nous, en tout cas petits vignerons, complètement dérisoires. Enfin, dérisoires. En tout cas, 3,92 € l'hecto.
Un hecto, c'est 100 litres. Ça veut dire que sur une bouteille de vin, il y a à peu près 0,000294 euros de taxes. Donc, à la rigueur, moi, je veux bien leur donner, après les vendanges, le montant de la taxe sur la totalité de la récolte et ensuite, ils me laissent tranquille pendant un an. Ouais. Mais voilà, c'est pas aussi simple que ça. Il y a un peu de rigidité. Et donc, on va essayer de débloquer tout ça pour faire en sorte que ça avance et qu'on n'ait plus besoin de cette Marianne non plus. Ouais. J'interviens parce qu'il y a Damien Guénaud, je remercie pour sa participation au live, qui t'a laissé un super message, qui te suit depuis des années et qui adore tes vins, sommelier qui travaille tes vins justement, et il nous a posé une question sur le recyclage des bouteilles de vin. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois autour de toi? Est-ce que ça serait réalisable pour tes bouteilles? Parce que justement, le recyclage, aujourd'hui, on ne peut pas utiliser les capsules parce qu'on ne sait pas quoi en faire de ces capsules. Est-ce que tu y penses à tout ça? Ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Ça fait des années que j'utilise des bouteilles environ 400 grammes, 420 grammes. Donc ça, c'est le poids à peu près minimal. On a du mal à descendre en dessous, mais vous avez des bouteilles qui peuvent peser 800, 900, 1 kilo. Dans la tête des gens, plus les bouteilles sont lourdes et plus le vin est bon. Mais là aussi, c'est simplement une vue d'esprit, quoi. Il y a rien qui lie les deux, quoi. Donc le vin n'a pas besoin d'épaisseur de verre pour être gardé convenablement. Il n'y en a pas besoin. Donc on essaye de diminuer ce poids de verre. Et des fois, ça me fait toujours un peu râler de voir des bouteilles super lourdes avec le macaron bio derrière, quoi. Je me dis, bon, il y a un peu un contresens. Concernant le recyclage des bouteilles de vin, c'est toujours un peu compliqué dans la mesure où malheureusement, nous, nos bouteilles de vin, on les voit pas, quoi. Ça veut dire que quand elles partent, que ce soit en France ou à l'étranger, eh bien, il y a très peu de monde. Moi, je fais très peu de ventes directes. Donc, du coup, j'ai très peu de personnes qui me ramènent les bouteilles. Puisque le recyclage, ça serait ça, quoi, de pouvoir à nouveau collecter les bouteilles et ensuite les faire nettoyer. Mais malheureusement, pour moi, pour le moment, en tout cas, c'est un schéma qui est difficile à mettre en œuvre par rapport à ce point-là, quoi. Le fait de ne pas pouvoir recevoir les bouteilles. Ouais. Mais j'espère qu'avec le temps, on trouvera des réponses, effectivement, au verre aussi, quoi. Ouais, je suis sûr qu'il y a énormément d'acteurs qui se lancent là-dedans, et en fait, il faut juste que le circuit se fasse et que le cercle, tu vois, se ferme au final, parce qu'une fois que les bouteilles partent, il faudrait qu'elles reviennent. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est pour l'instant un peu le frein. Mm, mm. Ça se faisait beaucoup avant, hein. Il y a des années, j'avais des cheveux, moi, à l'époque. Et du coup, les gens ramenaient. C'était les consignes, c'était quelque chose d'extrêmement naturel. Euh, mais c'est quelque chose qui s'est perdu, quoi, consommation, enfin société de consommation. Donc Ouais. il y a peut-être des réflexes anciens à retrouver pour essayer de faire mieux, ouais. Ouais, je suis sûr qu'on va y retourner. Bon, mais Je l'espère merci aussi. pour le partage de tes projets et justement cette avant-première sur la capsule. Je pense que tu n'es pas le seul et sur quoi pardon, on va aller. Merci beaucoup pour notre échange, pour la présentation de ton domaine, pour la présentation des vins. On va clôturer ce live, Laurent. Je ne sais pas si tu as un message à faire passer à la communauté qui nous suit et on va bien sûr la relayer sur IGTV. Vous pourrez retrouver le live sur Instagram. Est-ce que tu veux nous passer un dernier petit message avant de clôturer ce live? Oh non, moi je dirais à toutes les personnes de profiter des bons moments, quoi, de profiter des grappes pour trouver des perles, comme ils disent, pour trouver des bons vins, pour se retrouver avec des collègues, avec des amis, avec la famille, parce que finalement c'est peut-être ça le sens de notre vie, quoi, de prendre un peu de temps pour refaire le monde et autour d'une bonne bouteille de vin. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de passer ces bons moments dans la convivialité, dans la tranquillité, discuter. Voilà, tout simplement. Et donc, j'invite tout le monde à passer ces bons moments pour ce mois qui arrive. Et ouais, je n'aurais pas dit mieux que des moments conviviaux qu'il faut passer ensemble. On va clôturer ça. Vous pouvez retrouver la vidéo après, comme je vous disais, sur Instagram et sur les réseaux. La foire au vin, toujours, qui est sur les grappes du 15 septembre au 17 octobre, où on peut retrouver des pépites comme le domaine Laurent Abrard. Donc voilà, merci beaucoup Laurent pour cet échange. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions. Vous pouvez vous inscrire sur les grappes et envoyer directement des messages à Laurent sur ses cuvées. Donc voilà, on peut se retrouver partout. Bonne soirée Laurent, à À très bientôt bientôt. et à bientôt tout le Et monde. À vive bientôt le pour un Crozani. prochain live.
On se À retrouve. bientôt. À bientôt. Salut. Je voudrais juste faire un petit Ciao. message. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live avec un nouveau vigneron. Ce sera le vignoble Réveil, où là, on sera dans le Roussillon. Donc voilà. Allez, à bientôt, À Laurent. bientôt. Ciao.